Donc, dans ce webinaire Chamilo LMS, donc c'est une première qu'on fait pour les 10 ans de l'association et du logiciel Chamilo. C'est donc ce premier webinaire et c'est le premier d'une longue série qu'on va essayer de perpétuer mois après mois en abordant différentes thématiques. Alors moi, qui suis-je? Je suis Damien Renaud, membre de l'association Chamilo depuis 2015. Et gérant d'entreprise bâtisseur numérique à Lyon, qui est également fournisseur de la plateforme Chamilo LMS. Certains me connaissent déjà à travers mes interventions lors des Chamilo Camp passés et quelques plugins un peu exotiques et hors piste que j'ai réalisés pour la plateforme Chamilo. Pour m'accompagner, j'ai l'honneur donc d'avoir avec moi deux personnes aujourd'hui. Nicolas Ducoulommier, qui est chef de projet et expert sur la solution Chamilo LMS dans la société Business, fournisseur officiel également de la plateforme Chamilo LMS et développeur principal. J'ai également avec nous Yannick Warnier, qui est président de l'association Chamilo LMS, donc qui nous fait l'honneur d'être ici pour ce premier webinaire. Donc Yannick va nous présenter les nouveaux onglets, cours et sessions, le bloc utilisateur, l'amélioration des enquêtes. Et Nicolas va donc nous faire une démonstration, une explication de migration de version dans Chamilo et va également aborder le thème des enquêtes dynamiques. Donc on est vraiment heureux de vous accueillir pour vous présenter certaines fonctionnalités de cette nouvelle version de Chamilo, qui est la 1.11.12. Donc j'espère que tout le monde nous entend et nous voit. Vous savez que nous sommes tributaires des connexions des uns et des autres, donc on espère qu'il n'y aura pas de problème de flux. Dans le cas où il y a des problèmes de flux, utilisez l'outil conversation qui est en bas de votre barre d'outils Zoom. Vous pouvez utiliser aussi cette barre conversée si vous avez des questions durant la présentation. Donc, dans quelques jours, vous recevrez également un replay de ce webinaire avec tous les liens importants cités durant cette réunion. On essaiera de traiter un maximum de questions durant ce webinaire, mais si jamais nous n'arrivons pas, ça peut arriver, on a prévu de travailler sur ces questions et d'y répondre dans notre prochain webinaire, notre prochain rendez-vous en ligne qui se déroulera le 5 novembre 2020. Donc, pour les personnes qui sont connectées en audio uniquement, sachez qu'il y a une présentation déroulée à l'écran. Il est donc préférable d'activer la visio. Donc, le temps de laisser tout le monde se connecter, j'en profite parce que je vois qu'il y en a qui arrivent petit à petit. J'en profite pour vous faire un bref résumé de l'histoire de la plateforme Chamilo avant de commencer à rentrer dans les fonctionnalités. Voilà, donc excusez-moi, 5 secondes. Voilà, est-ce que vous voyez tous la présentation PowerPoint en plein écran? Est-ce que vous pouvez me dire oui? OK. Donc, Chamilo, c'est quoi? Chamilo, c'est un logiciel qui gère et anime une plateforme d'apprentissage en ligne. Alors, en France, on a plusieurs termes. On a FOAD, formation à distance. Donc, le mot LMS aussi, qui est beaucoup utilisé dans la langue anglaise, qui veut dire Learning Management System. Donc, nous, en général, on dit une plateforme, c'est Chamilo LMS. Donc, Chamilo LMS, c'est une plateforme qui a 10 ans, qui a été créée donc, en 2010. Et aujourd'hui, donc on est en 2020, donc c'est son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire Chamilo. Donc, l'histoire de Chamilo, brièvement, elle a été créée le 18 janvier 2010 par une part importante de la communauté du monde du logiciel libre qui a décidé de prendre une nouvelle voie par rapport au LMS existant. Il y avait donc historiquement Claroline qui est apparu dans les années 2000, dans l'année 2000-2001. Claroline, c'est la première plateforme LMS qui a existé dans l'histoire.
la première plateforme qui est open source. Ensuite, 2 ans après, il y a eu Moodle, il y a eu Dokeos, et en 2010, donc, une partie de cette communauté des 3 LMS ont décidé de monter d'emprunter un nouveau chemin qui s'appelle Shamilo et qui a pour but, qui avait comme leitmotiv facile à utiliser. C'était le but de Shamilo. Donc 2000, c'est l'année de naissance de Claroline, et c'est aussi en 1999 qu'il y a une norme qui s'appelle le SCORM, qui est une norme d'échange de contenu pédagogique entre les écoles et les organisations, qui a été inventée et qui permet donc de s'échanger facilement, sans forcément être lié à la plateforme, de s'échanger facilement du contenu pédagogique. Il faut savoir qu'en juillet 2020, Shamilo compte 27 millions d'apprenants utilisateurs de la plateforme Shamilo. Alors, tout de suite, je vous invite à noter la date du prochain webinaire, qui sera le jeudi 5 novembre 2020 à 14 h, où on aura aussi des invités un peu particuliers, des game designers, et on va voir donc la théorie de l'engagement et les stratégies en fait, qu'on peut mettre dans Shamilo LMS pour favoriser l'engagement des apprenants. Alors, quels sont les critères de choix de Shamilo? Je les résume en général en 7 points. On a une ergonomie simple pour une prise en main immédiate, donc ça c'est vraiment l'ADN de Shamilo. Ça permet d'organiser des parcours pédagogiques, donc d'assembler du contenu selon un ordre logique, un chemin logique d'apprentissage, de créer des dossiers pour la récupération des travaux devoirs, améliorer la qualité de vos formations grâce aux enquêtes. On va avoir aussi un suivi statistique en temps réel. On va pouvoir mettre en place une approche compétence. Et on va aussi favoriser la collaboration et l'engagement à l'aide du réseau social intégré. Il faut savoir aussi donc que le LMS Shamilo supporte la norme WAI WCAG de niveau AAA, c'est une plateforme donc, qui est accessible aux personnes ayant un handicap léger ou important. Donc il faut savoir qu'historiquement, c'est la première plateforme LMS qui a atteint le AAA sur cette norme. Petit rappel aussi technologique. Comment marche Shamilo? Alors Shamilo, c'est un ensemble de briques open source. Donc de toutes ces briques, c'est d'abord un logiciel qui est écrit en PHP et qui est basé sur un framework assez solide qui s'appelle Symfony, solide et robuste, qui a été créé donc, par le français Fabien Potentier en 2005, qui a eu plus de 2 milliards d'installations et de téléchargements. Donc Symfony, c'est vraiment un framework qui est devenu mondial et qui permet donc surtout une sécurisation complète de la plateforme Shamilo et d'avoir surtout des fondations très stables pour son avenir. Donc il faut savoir que, par exemple, Moodle n'a pas de framework aussi solide en termes d'infrastructure, ce qui en fait déjà quelque chose d'un peu vieillissant par rapport à Shamilo. Donc, elle tourne en général sur un serveur Apache associé à une base de données, qui peut souvent MySQL ou MariaDB. Je vais essayer de ne pas faire trop de termes techniques, histoire de vulgariser, mais ça va m'arriver des fois de fourcher un petit peu au niveau de ma langue. Alors, le mot Shamilo, ça vient du terme lexical caméléon. Pourquoi ce terme-là? C'est parce que c'est une plateforme qui est flexible. On peut un peu la tordre en fonction de la taille de l'organisation pour en faire un petit peu ce qu'on veut, que ce soit au niveau graphique ou au niveau organisation structurelle. Donc, la première fonctionnalité, c'est moi qui vais la présenter, la fonctionnalité notification, qui est une fonctionnalité qui n'est pas directement accessible, il faut l'activer dans Shamilo. Donc, il faut savoir que Shamilo, en fait, par défaut, quand vous l'installez, il y a un certain nombre de fonctionnalités basiques qui sont disponibles. Afin de ne pas perdre les utilisateurs et les administrateurs dans une myriade de fonctions que possède Shamilo, on désactive en fait les fonctionnalités de façon à ce que, selon le besoin, on active ou non certaines fonctionnalités. De façon à ce que le corps de Shamilo, quand il soit installé, les gens puissent le prendre en main tout de suite. Donc, la première nouvelle fonctionnalité, c'est la fonctionnalité notification. Donc, notification, ça doit vous rappeler quelque chose, c'est ce qu'on retrouve dans l'application Shamilo, pas Shamilo, Facebook, pardon. Donc, c'est une fonction qui est conçue spécifiquement, on appelle ça notification ou push notification pour les applications mobiles. Ça permet d'accroître l'engagement des utilisateurs sur un événement en particulier.
Donc, voilà, on va gérer donc des notifications qui vont apparaître en haut à droite en général de Chamilo. Et ça va être des informations importantes. Par exemple, votre compte va bientôt expirer. Il vous reste qu'un seul module de formation pour finir votre formation. Dépêchez-vous de finir. Voilà, on va inciter les gens à aller sur un parcours qui est pratiquement fini. Voilà, ce cours va bientôt fermer. Profitez-en une dernière fois. Ça peut être un exemple de notification. Par contre, il y a certaines notifications qui ne vont pas avoir lieu d'être notifiées. Si Jacques, par exemple, fête le bac de sa fille, on ne va pas en faire une notification. Voilà, il faut vraiment que les notifications restent quelque chose d'important en termes de messages. Alors, comment ça marche ? On va prendre un exemple, hein, une notification fin de validité d'un compte utilisateur. Donc ici, on informe via une notification utilisateur que le compte sera périmé dans 10 jours. Donc c'est un événement qui arrive au niveau de la plateforme. On sait que dans 10 jours, le compte de l'apprenant ne sera plus actif. Et donc, on va l'inviter à cliquer sur un lien, soit pour se réabonner à une offre, si c'est une offre payante, ou à compléter un formulaire, par exemple, de demande de compte de professionnel de formation, compte personnel de formation. Donc voilà, c'est un lien donc, entre un événement et on va peut-être aussi, dans certains cas, demander une action, l'envoyer vers un lien pour réaliser cette action. Donc, les notifications. Voilà le formulaire de paramétrage des notifications. Donc, on a un type d'événement. Donc là, on est sur un account expiration. On va avoir deux types d'événements, hein, account expiration et fin de justificatif. On va donner un titre donc, à la notification et on va donner donc un contenu au message, éventuellement un lien. Et si oui ou non, la notification est persistante. Ça veut dire que est-ce qu'on va répéter la notification tant qu'il n'a pas fait l'action, tant qu'il n'aura pas renouvelé son compte, par exemple, ou est-ce qu'il aura le droit de supprimer la notification et elle aura disparu depuis toujours, pour tout le temps qui reste. Que, voilà, ce sera une seule fois. Persistant, non persistant. Daydiff, voilà, ça va être le différentiel entre l'événement et la première apparition de la notification. Donc ça peut être, par exemple, 30 jours avant l'expiration du compte utilisateur, on va lui dire, attention, votre compte va bientôt expirer dans 30 jours, veuillez contacter votre responsable. On a d'autres exemples, voilà, donc fin de validité d'un compte utilisateur. Un document périmé, si vous avez des documents, par exemple, ça va être, on doit fournir pour certaines formations, le code de la route, par exemple, un justificatif de domicile, une photocopie de carte d'identité, une facture EDF, et donc du coup, on a une zone qu'on peut activer dans Chamilo, on ne va pas le voir aujourd'hui, qui s'appelle justification, qui est une extension, et on peut créer des notifications par rapport à ces documents qui sont demandés par l'administration. Votre document est bientôt périmé, veuillez recharger par exemple votre preuve de domicile. Et reprise d'un cours non fini, ça c'est un événement qu'on va ajouter, qui n'existe pas encore, mais qu'on aimerait bien ajouter dans Chamilo. Libre à vous de partager dans la zone commentaire vos idées de notification. Je vous demanderai juste de désactiver vos vidéos et de juste garder l'audio, puisque j'ai un compte Zoom pour faire les webinaires, mais ce n'est pas un compte webinaire. Alors, comment on active la fonctionnalité notification ? On a ce qu'on appelle un fichier de configuration. Hop, pardon. On a un fichier de configuration et il faut activer l'option qui s'appelle notification-event. Si vous faites ça, donc les notifications vont apparaître au niveau de votre Chamilo. Donc voilà pour cette première fonctionnalité 1.11.12. Je vais demander à Nicolas de continuer la présentation des fonctionnalités sur deux fonctionnalités, donc les enquêtes dynamiques. Et voilà un autre thème qui n'est pas une fonctionnalité, qui est plutôt un tutoriel, qui s'appelle les migrations. Okay. Merci Damien. Voilà, t'es activé, c'est bon.
Hop, par contre, est-ce que je peux partager mon écran? Oui, c'est bon. Alors, je vais lancer le partage. Alors, vous devriez pouvoir voir maintenant la présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous le voyez correctement? Ok, parfait. Donc, tout d'abord, je vais juste parler rapidement de comment se passe une mise à jour de Chamilo. Ah, avec un carré vert. Ah oui. Alors, est-ce que... Oui. C'est peut-être qu'il y a... C'est le partage dans Zoom. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc, la mise à jour dans Chamilo, vers Chamilo LMS 1.11.12, l'idée, c'est de vous montrer quelles sont les méthodes pour la réaliser. Donc, on a, suivant le type d'installation que l'on a, on peut faire une mise à jour à partir d'un paquet qui est mis à disposition par l'association de Chamilo qui permet d'installer telle quelle la version 1.11.12. On peut faire une installation à partir du code de Chamilo qui est disponible sur GitHub. Et finalement, si on a une installation qui a été faite chez un hébergeur qui a un système automatisé d'installation, Chamilo est inclus dans le logiciel Installatron qui est généralement utilisé par les plateformes qui utilisent cPanel ou Plesk, entre autres, et qui permet d'automatiser les installations de programmes et les mises à jour. Et donc Chamilo également. Donc, je vais commencer par parler de la mise à jour depuis un paquet de Chamilo, donc mis à disposition par l'association sur le site de l'association dans la rubrique télécharger. Il suffit d'aller télécharger ce paquet qui est un zip en fait, et ensuite d'aller le décompresser sur le serveur pour remplacer l'ensemble du dossier de Chamilo de l'installation précédente. Donc, c'est assez simple et assez direct pour faire une mise à jour d'un logiciel de ce type. Si on veut faire depuis GitHub, depuis le code, donc ce qui permet d'avoir une version avec toutes les dernières mises à jour. Donc régulièrement, on peut avoir Chamilo, le développement de Chamilo, c'est pas au moment d'une version que tout se fait. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites et une fois tous les 6 mois ou tous les ans, il y a une version, le paquet est fait pour mettre à disposition un paquet facile d'installation. Sinon, le code est disponible à tout moment et on peut aller le récupérer. À ce moment-là, l'installation est un petit peu plus complexe, mais ce n'est pas très compliqué. Donc, il faut que j'indique là les 3 étapes qui sont à faire. La première, c'est la création d'un clone du code, donc faire une copie de tout le code. Donc, il y a une commande spécifique qui existe que j'ai créée en dessous, je ne rentre pas dans le détail. Ensuite, une fois qu'on a fait cette copie, on va copier les fichiers de la même façon qu'avant pour les remettre par-dessus l'installation précédente que l'on avait. Donc là, j'ai détaillé pour les personnes qui seraient intéressées les lignes de commande à réaliser qui permettent une fois qu'on a fait cette copie en local, de recopier tout ce qui correspond au code de Chamilo par-dessus. Et la dernière étape, c'est Chamilo utilise d'autres développements on appelle ça des librairies, donc c'est des développements externes, donc qui doivent être récupérés. Et donc, il faut mettre à jour ces dépendances. Donc voilà, on met à jour cela et une fois qu'on a fait ça, c'est à jour. Par contre, il reste une chose à voir, c'est une mise à jour. Si elle est faite depuis une version 1.11.0 ou 1.11.2 ou 1.11. Quelque chose qui avait été mis à disposition avant la version 1.11.12, mais qui est déjà une version 1.11, il suffit juste d'aller vidanger le cache. Donc ça, on peut le faire à partir de l'interface web de Chamilo. L'administrateur de la plateforme peut s'occuper de le faire directement depuis la page d'administration dans le bloc portail. Sinon, si c'est depuis une version antérieure de Chamilo, il faut ouvrir une page donc spécifique qui est la page main install
là, il faut remplacer mon Chamilo par l'adresse de votre plateforme et suivre la procédure web. Il va vous poser quelques questions pour s'assurer que tout est correct. Et il va lancer la procédure de mise à jour parce qu'il y a des changements à faire dans la base de données. C'est un peu plus profond, les changements à réaliser si vous aviez une version qui était, par exemple, 1.9 ou 1.10. Et finalement, exactement la même chose, vidanger le cache, ce que l'on peut faire à partir de l'interface d'administration de Chamilo. Donc, la mise à jour de Chamilo, c'est quelque chose d'assez standard. On essaye justement, comme l'expliquait Damien avant, de faire que ce soit simple pour l'utilisateur. Pour l'administrateur également, une application web assez simple à mettre à jour pour avoir les fonctionnalités dont Damien a parlé précédemment. Donc, pendant que je vais passer à la fonctionnalité suivante qui est la fonctionnalité de de réalisation d'enquêtes avec des dépendances. Je vous laisse ça, je vais changer. Vous pouvez poser des questions par le chat si vous en avez pour que je puisse compléter. Et je vais changer le partage. Hop. Et là, cette fois-ci, ça ne va pas être une présentation, je vais vous faire directement une démo de l'utilisation de cette fonctionnalité. C'est cette fenêtre ici. Partage. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai changé la taille de l'écran avant de faire le partage pour qu'il n'y ait pas de problème avec un cadre vert. Donc j'arrive sur la page de Chamilo. Alors, Nicolas, juste, je te coupe. Juste, il y a une. Alors, OPP cacha. J'ai une erreur OPP cache. Ouais, ça va être OPP cache, je pense. Ça va être lors d'une migration. Ça, c'est pas une histoire de. C'est pas la version de PHP, non? Qu'il faut qu'il augmente. Alors, ça peut être si dans le cas où on utilise un cache au niveau du serveur, donc OPP cache, il faut, s'il avait été activé auparavant, c'est possible, ça dépend de quelle version a été utilisée avant. Donc, s'il faudrait avoir un petit peu plus d'informations sur l'installation qu'il y a eu au niveau du serveur, mais ça peut être la version de Opcache, la version de PHP ou la configuration qui avait été faite pour correspondre à la version précédente qui n'est pas adaptée à cette version nouvelle. Ok, ben, merci pour la réponse. De rien. Merci pour la question. Donc, je rentre dans Chamilo. Là, je vais chercher le cours dans lequel j'avais préparé une enquête. Donc, là, pour vous montrer ce que c'était, donc là, on arrive dans le cours. J'ai juste créé un cours, j'ai mis une introduction simple, j'ai juste laissé l'outil enquête. Quand on est dans une enquête dans Chamilo, donc là, j'ai une enquête de satisfaction basique, j'ai mes questions qui ont été créées. Pour vous montrer le principe des dépendances, je vais d'abord vous montrer ce que ça donne pour l'apprenant quand on réalise cela, et après, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette enquête et comment on peut la compléter. Comment je l'ai créée et comment on peut la compléter. Donc, ici, si je la visualise, j'arrive donc sur la page d'accueil, j'ai une introduction, très bien. Je fais commencer l'enquête, et là, la première question, c'est êtes-vous globalement satisfait de la qualité de votre formation, de la formation que vous avez suivie? Donc, si je dis oui, automatiquement, j'ai les questions qui correspondent à cette réponse qui vont s'ouvrir. En dessous, donc, qu'est-ce qui était le plus remarquable dans votre formation? Donc, si la formation m'a plu, ça va m'intéresser de lui demander ce qui lui a plu plus précisément. Donc, c'est la pédagogie. Ah, à ce moment-là, est-ce que vous pourriez décrire ce qu'il y a exactement au niveau de la pédagogie qui était intéressant? Et donc là, je laisse un champ libre pour pouvoir indiquer plus largement ce qui a plu. C'est l'outil de formation. Et donc, au fur et à mesure, ça me rajoute, en fonction des réponses que je vais donner, les questions suivantes vont être ouvertes ou non. Et si je change finalement non, la formation ne m'a pas plu, hop, ça enlève les réponses qui étaient associées au oui qu'il y avait avant. On voit cette deuxième question, quel est le pourcentage de satisfaction? On remarque qu'elle n'a jamais disparu, elle est toujours présente, parce qu'elle n'est pas dépendante. Donc on peut définir justement des questions qui soient présentes pour tout le monde, quelle que soit leur réponse, et d'autres qui viennent en fonction des réponses précédentes. Donc
comment on crée ça dans Chamilo, comment on utilise cette fonctionnalité. Je reviens maintenant à la création de mon enquête. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai en haut les différents types de questions qui peuvent être créées. Ici, j'ai créé cette question que j'ai mis dans cet ordre-là. Et donc, on a vu que quand on répond oui à la première question, la troisième question s'ouvre. Donc, c'est au niveau de la troisième question. Quand je l'ai dite, on va voir, on a un champ parent qui nous indique de quelle question on va dépendre. Donc, cette question-là, qu'est-ce qui est le plus remarquable dans votre formation? Elle va s'afficher seulement si à la question parent, êtes-vous globalement satisfait de la qualité de votre réponse? J'ai répondu par oui. Donc, j'ai choisi l'option oui. Et ensuite, j'ai les différentes options de réponse pour ce type de questions. Donc, ça, c'est standard dans le Chamilo pour ceux qui utilisent déjà les enquêtes. Je reviens maintenant sur l'enquête de satisfaction, la page d'avant. Et quand je suis ici, on va voir cette question-là, la question la 4 qui est pour la description. Si on choisit pédagogie à la question 3 de qu'est-ce qui a été le plus remarquable, alors ici, de la même façon, on a indiqué pour cette question-là, le parent, c'est qu'est-ce qui était le plus remarquable. Et par contre, là, dans l'option, on voit qu'il y a les différentes options et donc c'est la pédagogie que j'avais choisie. Donc, on a remarqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'option quand on choisissait non à la première question. Donc, on va le rajouter maintenant pour montrer comment on fait la création d'une nouvelle question avec une dépendance. Donc, on va prendre une question à réponse multiple. On va voir par exemple, vu que la personne, on se rappelle, le but c'est de répondre à la question. Donc là, il nous propose les questions, êtes-vous globalement satisfait de la qualité de votre formation là, et on va choisir l'option non. Donc, dans ce cas-là, c'est si à la question parent, êtes-vous globalement satisfait de la qualité de votre formation, on répond non, alors on présentera cette question. Donc, si la personne a répondu non, on va lui demander qu'est-ce qui était problématique. Et on va lui demander, c'était la pédagogie, on peut reprendre le même principe que tout à l'heure. Après, c'est un exemple ici, les supports. On va ajouter une troisième option qui va être le formateur. On enregistre la question. Et ainsi de suite, on peut continuer. On pourrait créer une autre question après de la même façon que précédemment. On va créer une question qui va être dépendante. Donc là, j'ai pris une question ouverte cette fois-ci pour laisser libre à celui qui répond d'écrire son propre texte. Et là, je vais sélectionner qu'est-ce qui était problématique et je vais sélectionner la réponse. Donc, c'était les supports, imaginons. Et donc, dans ce cas-là, qu'ils décrivent. Merci de décrire ce qui a posé problème dans les supports. On enregistre. Et donc, si on revisualise l'enquête, donc là, je l'ai relancée. Je suis sur la page d'accueil, donc merci d'avoir participé à la formation. Dans un but d'amélioration, merci de compléter cette enquête. On arrive ici. Et j'ai dû oublier quelque chose parce que là, ça apparaît directement la première, même si je n'ai pas répondu non. J'ai dû oublier de sélectionner un élément. Enquête de satisfaction. Et là, qu'est-ce qui était problématique? Voilà, on voit que ça n'a pas été sélectionné. Êtes-vous satisfait de la formation? Non. Modifier la question. Et donc, je reviens ici. Je relance mon enquête. Voilà, on est dans une situation correcte. Si je choisis oui, on a la question qu'est-ce qui a été le plus remarquable dans votre formation. Si je choisis non, qu'est-ce qui était problématique? Et là, pareil, je choisis celui-là, il n'y avait rien d'associé, donc il n'y a pas plus de questions. Par contre, je choisis les supports et automatiquement, il y a le bloc qui s'ouvre. Donc, un peu... Voilà.
Donc, effectivement. Voilà, exactement. Ça permet d'avoir l'intérêt de l'avoir directement dans Chamilo, ces enquêtes, c'est que les données sont stockées sur votre Chamilo. Donc, au niveau du règlement général européen sur les données personnelles, ça vous permet d'avoir le contrôle dessus. Et de plus, ça permet d'avoir ça comme un élément de validation du cours, par exemple. Si un apprenant n'a pas répondu à l'enquête, il ne peut pas valider son cours. Donc, ça permet d'avoir des éléments d'incitation pour compléter le cours. Et on peut aussi utiliser directement les apprenants. On peut suivre qui a répondu quoi et relancer la personne. Par exemple, on pourrait lui poser une question. Si nous mettons en place les améliorations, souhaiteriez-vous que l'on vous propose de refaire cette formation qui ne vous avait pas plu? Et donc, avec ça, on a le suivi à l'intérieur de Chamilo. On peut voir les personnes qui souhaitaient refaire cette formation par la suite et on peut les relancer. Pareil, on peut demander à tous ceux qui suivent un cours de suivre l'enquête. On n'est pas obligé de les réinscrire dans Google Forms pour aller exporter les résultats, pour faire le lien après, pour croiser les résultats entre qui a validé sa formation et qui a répondu qu'il n'avait pas été satisfait dans un formulaire externe. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Damien, moi qui ai d'autres questions, et donc n'hésitez pas par le chat. Merci beaucoup, Nicolas, pour tout ça. C'est avec plaisir. Donc, on va continuer. Est-ce que vous avez des questions à poser à Nicolas d'abord par rapport à donc la migration et donc, on a déjà eu des questions sur l'installation. Est-ce que vous avez des questions sur les enquêtes dynamiques? Non? On va donc passer à la suite. Je vais appeler donc du coup Yannick. Yannick, est-ce que tu nous entends? Bonjour Damien, ouais, je vous entends. Bonjour Yannick, alors tu vas nous présenter donc trois parties. Tu vas nous parler des enquêtes aussi. Tu vas nous parler du bloc utilisateur, ça je ne sais pas ce que c'est. Et tu vas nous parler d'une troisième chose, mais je ne me rappelle plus ce que c'est, tu vas me le rappeler. Je vais vous parler il y a un bloc, le bloc utilisateur, c'est un nouveau bloc de statistiques utilisateurs qu'on va voir. Il y a les nouveaux onglets des cours et des sessions et quelques améliorations supplémentaires dans les enquêtes. En fait, c'est un petit peu au hasard des choses qu'en fait Nicolas et moi présentons deux aspects différents des enquêtes. Voilà, mais donc je vais essayer de partager mon écran. Alors, ça marche. Je laisse la place. Ok, Nicolas, merci. Voilà. Alors, une petite seconde. Hop, voilà. Alors, 1, 2, 3, partager l'écran. Et voilà. Donc, vous devriez voir mon écran partagé. Ouais. Ok. Donc voilà, moi, Damien m'a présenté, je suis président de l'association Chamilo et donc mon rôle à moi en fait au sein de l'association et en général pour le projet Chamilo, puisque je suis aussi un des fondateurs du projet, c'est de m'assurer qu'il y a une bonne communication, une bonne coordination entre tous les participants au projet. C'est-à-dire que ça vise d'un côté l'association elle-même, les partenaires, donc on les appelle fournisseurs officiels, de services autour de Chamilo, dont Damien fait partie, dont Business, l'entreprise qui emploie Nicolas, est partie aussi, et la communauté elle-même, et éventuellement des universités, des associations qui souhaitent se joindre en tant que membres d'associations pour aider à prendre des décisions par rapport au projet lui-même. Dans le cadre d'aujourd'hui, je vais vous présenter donc trois petites choses qui ont été rajoutées à Chamilo dans cette version 1.11.12. Alors, j'en profite aussi pour une petite explication par rapport à cette version de Chamilo. Il faut savoir que ça représente plus de 12 mois de travail. On a eu beaucoup de distractions au cours en cours de chemin. Mais en fait, cette version 1.11.12 contient beaucoup plus de fonctionnalités que ce qu'on espérait y retrouver à la date de sa publication, puisqu'elle était prévue initialement pour octobre 2019.
Elle est sortie finalement en août 2020. Mais voilà, c'est une très bonne version. On a quelques petites rectifications qui vont être publiées bientôt dans une version corrective, mais rien de vraiment je veux dire, dérangeant massivement. Mais en tout cas, voilà, les fonctionnalités que je vous présente aujourd'hui sont parties de ces nouvelles fonctionnalités. Il y en a plus d'une centaine, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment ponctuel ici pour essayer de ne pas nous étendre trop sur le sujet. Alors, si jamais vous voulez en savoir plus par rapport aux fonctionnalités qui ont été rajoutées dans Chamilo, dans chacun de vos portails Chamilo, vous pouvez trouver tout en bas de la page d'administration un lien vers le manuel d'installation. Et dans ce manuel d'installation, vous allez retrouver un lien dans la partie du menu supérieur qui vous envoie vers la liste des modifications qui est enregistrée pour chacune des nouvelles versions de Chamilo. Donc, c'est l'endroit de référence pour retrouver cette information. Alors, une des fonctionnalités qu'on a décidé de rajouter dans cette version, c'est une liste différente par rapport à la liste des cours. Donc, c'est une fonctionnalité pour les administrateurs. En fait, on se retrouve souvent face à la problématique du fait que la liste de cours telle qu'on l'a n'est pas souvent suffisante en termes de données par rapport aux cours qu'on veut gérer. Et notamment, on a certains utilisateurs qui nous ont demandé, je vais voir si voilà, ils nous ont demandé de rajouter des informations en plus. Mais comme la vue initiale de cette liste de cours est déjà très chargée, comme on peut le voir ici, ça c'est la vue de base, on retrouve donc le titre, le code du cours, la langue, la catégorie à laquelle ce cours appartient, si les inscriptions sont autorisées ou non, si les désinscriptions sont autorisées ou non, et une série d'icônes pour pour agir sur ces cours-là. On retrouve en plus de ça un nouvel onglet gestion administrative dans lequel on va retrouver la date de création du cours. Le dernier accès au cours, c'était surtout ça qu'on voulait, et la colonne enseignant. Donc, ces deux dernières colonnes, c'était vraiment les colonnes les plus importantes dans le cas des utilisateurs qui nous ont rapporté ce problème. C'était de savoir, en fait, les cours, est-ce qu'on peut avoir une information qui nous permette de savoir si ce cours est encore utilisé. D'accord ? Et donc, le dernier accès au cours est un bon indice de ça. Et il suffit maintenant d'aller dans le son compte onglet. Donc, ça permet en même temps de ne pas surcharger au niveau visuel la liste standard, mais ça permet aussi de ne pas la surcharger en termes de ressources, d'utilisation de ressources sur le serveur. Donc, la page ne va pas durer plus longtemps à charger. Quand on change d'onglet, on charge une autre requête et on ne dérange pas, je veux dire, on ne surcharge pas une liste avec des informations dont tout le monde n'aurait pas forcément besoin. Et la liste d'enseignants, c'est souvent utile pour les utilisateurs, enfin les administrateurs qui veulent savoir justement qui est en charge d'un cours ou de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est simplement une petite fonctionnalité. Je tenais à la mentionner parce qu'elle passera facilement inaperçue. Et alors, en corollaire, je veux dire, de cette modification pour la liste des cours, on a la même chose pour les sessions. Et donc, on retrouve 4 onglets dans ce cas-ci séparés. L'onglet toutes qui sont, mais pour toutes les sessions, ce qui est déjà l'onglet qu'on utilisait au départ. On va retrouver toutes les sessions. Et puis, on retrouve l'onglet des sessions actives, c'est-à-dire les sessions qui n'ont soit pas de date de fin, soit dont la date de fin n'est pas encore arrivée. On retrouve les sessions fermées, qui sont les sessions au sein desquelles on a eu des cours, mais voilà, la session est déjà terminée. Donc, on voit ici les dates sur des dates passées. Et puis, on retrouve une liste personnalisée. Alors, je n'ai pas de capture particulière pour celle-là parce qu'il faut la configurer. Et donc, si vous êtes administrateur de la plateforme, dans le fichier de configuration de Chamilo, on retrouve ce paramètre de configuration qu'il faut décommenter pour pouvoir configurer cette liste personnalisée. Donc, c'est juste retirer le commentaire ici au début et indiquer quels sont les onglets qu'on va voir. Et à ce moment-là, l'onglet customisé va nous permettre de personnaliser cette liste de sessions. Voilà, donc ça c'est pour la première fonctionnalité, toute petite mais pratique. On va passer maintenant à la seconde. Alors ici, c'est un rapport qu'on a rajouté. J'aurais peut-être dû rajouter ça dans la capture d'écran, mais donc pour retrouver ce rapport, on va devoir se connecter de nouveau en tant qu'administrateur et aller dans le bloc plateforme sur la page d'administration qui se trouve à gauche, c'est le second bloc à gauche. Et là, on va retrouver un lien qui dit statistiques. Et dans ce lien, on retrouve dans cette page, on retrouve différents liens en 4 colonnes. La seconde colonne, le dernier lien, dit rapport des utilisateurs connectés. Et là, quand on clique dessus, en fait, on va retrouver ces informations. Alors, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on a, comme conséquence de la crise du virus qu'on connaît,
il y a beaucoup plus de gens qui font passer des examens en ligne. D'accord? Donc, ce qu'on considérait avant comme impossible, inacceptable de demander aux gens de passer des examens depuis chez eux, en fait, maintenant, on voit que dans la pratique, il n'y a plus vraiment de solution qui est vraiment sûre au niveau santé. Et donc, on accepte en fait la possibilité d'organiser ça à distance, alors qu'avant, c'était hors de question. Et donc, comme conséquence de ça, il nous faut plus d'outils pour gérer mieux ces examens qui sont passés en ligne. Et un de ces outils, c'est ce rapport d'utilisateur connecté. Alors, qu'est-ce que ça permet de voir ici? En fait, on va voir dans les 3 dernières minutes, dans les 5 dernières minutes, dans les 30 dernières minutes et dans les 120 dernières minutes, combien d'utilisateurs ont été connectés à la plateforme. Alors ça, c'est une capture que je viens de prendre aujourd'hui sur notre campus gratuit en ligne et qui nous indique en fait combien d'utilisateurs sont connectés sur la plateforme elle-même. Et donc, on voit que sur un espace de 2 heures, on a eu 200 utilisateurs. Ce n'est pas un pic d'utilisation. Généralement, on est au-delà de 1000 pour les pics. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est de voir cette distribution en fait en 3 minutes, 5 minutes, 30 minutes et 120 minutes. Pourquoi elle est là? Parce que dépendant de cette distribution, on va avoir une charge sur le serveur qui va être très différente. C'est-à-dire que 200 utilisateurs connectés dans les 120 dernières minutes, mais qui dans la pratique ne reflètent qu'une utilisation toutes les 3 minutes au moins de 48 personnes. Donc, il y a 200 utilisateurs qui soit sont déjà partis, soit sont plus très actifs pour l'instant et ils ne font rien de particulier pendant au moins 3 minutes. Du coup, ils n'apparaissent plus dans ce rapport-là. Ce qui compte pour savoir quelle charge on va générer sur le serveur sur base de ces utilisateurs, c'est le bloc en rouge, c'est vraiment la partie instantanée. C'est combien d'utilisateurs on a là maintenant qui sont actifs, qui font des choses dans leur portail Jamilo et qui pour autant génèrent une certaine charge, un certain travail pour le serveur lui-même. Et donc, on pourrait avoir une surcharge si on n'a pas bien mesuré l'infrastructure dont on aurait besoin. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et ce qu'on a fait, c'est comparer ces données d'utilisateurs en ligne avec les utilisateurs actifs dans un test. C'est-à-dire combien de personnes sont actuellement en train de passer un examen. Alors, moi, j'ai rajouté une petite capture ici en bas à droite qui est en espagnol, mais on voit qu'on peut arriver à des chiffres beaucoup plus importants. Et s'il s'agit d'un portail qui est réservé aux examens, on va trouver une distribution qui est beaucoup plus homogène entre les utilisateurs en ligne et les utilisateurs qui sont en train de passer un test. Vous ne faites pas attention au code de couleur. Donc, le code de couleur récent, c'est celui-là, si c'était un code temporaire. Mais donc, on retrouve ici le chiffre le plus important qui est quasiment égal aux utilisateurs qui sont connectés dans les 2 dernières heures. Et ça, c'est les utilisateurs actifs dans les 3 dernières minutes. Donc, ça veut dire qu'ici, on traduit ça comme les utilisateurs se sont connectés maintenant. Ils sont tous, ou pratiquement tous, actifs maintenant. D'accord? Donc, il y a plus de chances que ça génère de la charge au niveau du serveur. Alors, c'est pour les quantités. Donc, j'ai souvent la question, comment est-ce qu'on peut dimensionner un serveur Jamilo? Ça dépend de beaucoup de choses. Et un des gros problèmes, c'est qu'en fait, Jamilo offre beaucoup de types d'activités différentes. Et selon le type d'activité, il peut y avoir une charge différente. Donc, si on parle d'exercice, ce sont une activité qui demande une interaction tous les X temps, toutes les X quantités de secondes. Si c'est par exemple voir des documents, un document, on va ouvrir le document et on va probablement être occupé sur un document au moins 1 minute, souvent 3 à 4 minutes. Et donc, pendant qu'on est occupé à regarder le document, il ne se passe rien pour le serveur. Et donc, on pourrait avoir beaucoup plus de gens occupés à regarder un document que de gens occupés à donner un examen pour les mêmes ressources disponibles. D'accord. Nous, il faut savoir que de notre côté, on est arrivé déjà à plus de 3000 utilisateurs connectés en simultané sur un test. D'accord. Et on essaye évidemment d'optimiser petit à petit. Mais ceci introduit un autre sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est que ce rapport n'est qu'une partie des améliorations qu'on a fait par rapport à l'outil d'exercice dans Jamilo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites en termes de performance pour permettre justement à de grosses quantités d'utilisateurs de passer des examens en même temps, si l'infrastructure le permet. Voilà, donc il y a beaucoup d'optimisation à ce niveau-là et ce rapport sert vraiment à observer quelle est à un moment précis la quantité d'utilisateurs. Un petit point additionnel pour les administrateurs expérimentés, c'est que dans un portail Jamilo, on peut toujours voir, on peut voir en haut à droite pour vous ici, de l'écran,
la quantité d'utilisateurs connectés en ce moment au portail. Mais ce chiffre, ce nombre qui apparaît là, peut lui-même, simplement pour la génération de ce nombre-là, générer de la surcharge. Parce que ça doit être actualisé tout le temps et il y a énormément de données analysées pour savoir combien d'utilisateurs sont connectés en même temps. Et donc, cette interface-ci permet d'éviter, on peut décider de ne pas montrer ce nombre et c'est mieux en termes de performance. Et donc, cette page-ci permet d'éviter ça et donc de ne pas montrer le nombre, mais nous-mêmes, en tant qu'administrateurs, de savoir combien de personnes sont connectées à la plateforme, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Alors maintenant, on va passer à la partie enquête. Et donc là, je complémente un petit peu ce que disait Nicolas. Donc Nicolas parlait d'une fonctionnalité d'enquête dynamique qui permet de lier en fait des questions les unes aux autres. Ici, c'est un petit peu une version diminuée de ça. C'est-à-dire qu'ici, on a rajouté en standard dans Chamiloe 2 types de questions dans les enquêtes. Donc avant, dans la version 1.11.10, on ne retrouvait que les questions qui ne sont pas encadrées en rouge, les types de questions qui ne sont pas encadrées en rouge. Et ici, on a rajouté 2 types de questions. Alors, le premier, c'est simplement de dire on a une question à choix multiples, mais dans Chamiloe de base, on n'a pas la possibilité de rajouter quelque chose de différent. Donc, si l'utilisateur ne trouve pas satisfaction dans les options proposées, on n'a pas une possibilité ou autre, entre guillemets. D'accord? Et donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute dans ce type de questions une possibilité autre 2 points, autre chose, etc. Et l'utilisateur peut indiquer une autre possibilité par rapport aux options sélectionnées. Et le dernier type rajouté, c'est en fait la possibilité, ça rejoint un petit peu ce que vous montrait Nicolas, mais sans introduire le concept de dépendance entre questions, etc. C'est de dire, en fait, avec cette question-ci, donc, il y a des règles spéciales par rapport à ça, mais il faut qu'il y ait un séparateur de page. Donc, le dernier type ici, la dernière icône, c'est un séparateur de page. Il faut qu'il y ait un séparateur de page avant. Mais dès qu'on introduit ce type de question-ci, on va pouvoir dire, tiens, si l'utilisateur sélectionne la première réponse, alors il voit les questions qui suivent sur la même page. S'il sélectionne la deuxième réponse, donc sous-entendu oui, non, d'accord. S'il sélectionne la deuxième réponse, alors il n'y a rien du tout qui se passe, il n'y a pas de nouvelles modifications. Donc c'est une version simplifiée, je veux dire, de ce que Nicolas a présenté. Alors un deuxième aspect, ou un troisième si on compte la présentation de Nicolas, un troisième aspect des améliorations des enquêtes, c'est qu'on peut maintenant faire des enquêtes multilingues. Alors les enquêtes multilingues fonctionnent comment? Il faut activer un paramètre de configuration pour qu'elles soient gérées. Par contre, une fois que c'est fait, en fait, on va remettre dans le nom de la question, enfin dans le texte de la question ou dans le texte des réponses, on va mettre le texte et on va le mettre en plusieurs langues. Et puis, on va sélectionner une partie du texte. On va cliquer sur l'icône de Kanji ici. Et quand on va cliquer dessus, on va voir la liste des langues supportées par la plateforme qui est dépliée. On va sélectionner, tiens, ça, c'est de l'anglais. Donc, on sélectionne anglais. Et puis, la suivante, on voit, ah tiens, ça, c'est de l'espagnol. Donc, on la sélectionne, on met espagnol. Ça, c'est de l'italien. Hop, on sélectionne, on met italien. Et ça, c'est du néerlandais. On va mettre néerlandais. Et puis, si on veut voir le détail de ce que ça fait en fait en interne, cette modification, on va cliquer sur Source. Et sur Source, on va retrouver ceci. Donc, c'est de l'HTML, donc on ne peut pas faire trop attention. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on retrouve le lang, donc pour la langue, égale EN pour l'anglais, ES pour l'espagnol, ici italien, IT pour l'italien. Il y a un petit peu de différence ici au niveau de la marge. Et puis plus tard, on va retrouver encore le néerlandais et éventuellement d'autres langues. Alors, à quoi ça sert d'avoir une enquête multilingue? Eh bien, en fait, l'outil enquête de Chamiloe est très puissant dans le sens qu'il permet d'inviter des utilisateurs qui ne font pas partie de la plateforme. D'accord? Donc, simplement en utilisant leur adresse email, on peut leur envoyer une invitation. Et dans ce cas-là, ils vont recevoir l'invitation, être invités à participer. Mais au moment où ils vont se connecter à la plateforme, on aimerait bien en fait pouvoir obtenir des réponses qui sont catégorisables dans le même résultat d'enquête. D'accord? Si on devait faire une enquête en anglais, une enquête en espagnol, une enquête en italien, une enquête en néerlandais, on aurait 4 enquêtes différentes avec 4 ensembles de résultats différents qu'on ne peut pas vraiment rejoindre. D'accord? Il faudrait encore faire un export Excel et puis dans l'export Excel, combiner les noms des questions et les noms des réponses, etc. pour avoir la même chose au final. Ici, en fait, il s'agit de la même question. Elle est exprimée en 4 langues différentes, mais c'est la même question. Et donc, dans le rapport de résultats qu'on va obtenir, on va obtenir des résultats qui sont
issus de personnes qui ont répondu dans 4 langues différentes, mais qui donnent le même formulaire de résultats. Et c'est là la puissance, je veux dire, de ces enquêtes multilingues. Alors, c'est un petit peu plus difficile à configurer, c'est vrai, mais voilà, dans le cas où on a vraiment besoin de ce genre d'outils pour pouvoir faire, on est tous dans un contexte européen hein, ici, donc voilà, comme on est hautement multilingue dans le contexte européen, si on veut pouvoir poser la question à des utilisateurs d'autres langues, il y a cette possibilité-là. Alors, une dernière fonctionnalité qu'on a rajoutée, c'est les questions obligatoires. C'est-à-dire qu'auparavant, on ne pouvait pas forcer un utilisateur à répondre à une question. Donc, une question à choix multiple, on ne pouvait pas lui dire, tiens, cette question elle est obligatoire, et donc, merci de la sélectionner, sinon, vous ne pouvez pas terminer l'enquête. Voilà, donc c'est ce qu'on voit. Alors, la capture est incomplète ici, parce que c'est vraiment, donc ça apparaît, il y a un petit message en pop-up qui apparaît, mais il est vraiment compliqué à capturer dans l'image. Donc, si on clique sur suivant ou sur sauvegarder, envoyer l'enquête, etc., mais qu'on n'a pas encore répondu à une question, il va nous marquer en rouge les différentes possibilités et il va nous faire apparaître un petit message qui dit merci de répondre, de choisir une de ces réponses avant de continuer. Et voilà, c'est tout pour cette présentation. Pour garder les choses courtes. Alors, Damien, est-ce que tu peux reprendre la main sans que je te la redonne? Oui, alors il faut juste que tu quittes partager l'écran. J'essaye. Stop share, voilà. Ça y est. Impeccable. Et je te laisse continuer. Alors, je vais finir en fait cette présentation par l'outil H5P, ce webinaire par l'outil H5P. L'outil H5P. Alors, H5P, qu'est-ce que c'est? Alors, on entend un petit peu parler ces derniers temps. L'outil H5P, en fin de compte, c'est une boîte à outils d'objets pédagogiques hein, qui a été développée par une société américaine. Donc, c'est la société Jouvel qui a développé cette boîte à outils. Et en fait, on a remarqué qu'il y avait une intégration assez massive, notamment dans WordPress, Moodle et Typo3 et Joomla et tous un petit peu les frameworks PHP. Donc, on s'est intéressé un petit peu à intégrer, déjà à étudier un petit peu cette boîte à outils et à l'intégrer. Alors, le seul problème en fait de cette boîte à outils, c'est que dans les intégrations qu'on a observées, notamment dans Moodle et dans WordPress, c'est qu'il y a une énorme dépendance au serveur des États-Unis de la société Jouvel. C'est-à-dire qu'on installe un plugin, mais il n'est pas livré complet. On est obligé de télécharger en fait ce qu'on appelle des dépendances. Alors des dépendances, c'est par exemple, pour vous donner une analogie, quand vous mettez une vidéo YouTube dans votre plateforme en lien, vous avez une dépendance au serveur de Google en termes de données. Ce qui peut poser problème. Nous, on ne conseille pas forcément en fait, de faire l'intégration YouTube, même si on peut le faire. Sachant que derrière, si par exemple Google change ses règles demain matin et dit voilà, moi dans toutes les intégrations du monde, je souhaite afficher la publicité, si vous avez 1000 vidéos qui sont intégrées dans votre plateforme de formation devient un objet publicitaire, puisque vous ne maîtrisez pas en fait cette dépendance. Donc c'est cette problématique qu'on a essayé, en tout cas on a essayé de faire un plugin sans dépendance, qui est ce qu'on appelle en informatique standalone, c'est-à-dire qu'on a coupé les liens et on a intégré les objets directement dans le plugin Chamilo et il n'y a aucun lien en fait avec les serveurs d'origine de la société pour en tout cas notre intégration H5P. Ce qui fait que dans 5 ans ou 10 ans, même si la société Jouvel ferme ses portes, votre contenu et votre plugin continuera à fonctionner. Donc ça, c'était un choix sur cette intégration. Peut-être qu'on fera une intégration avec dépendance, si on en a l'occasion. Mais pour l'instant, voilà, c'est le choix qu'on a choisi. Voilà donc pour cette petite vulgarisation du terme dépendance. Alors, l'installation est assez simple. On va donc sur la version 1.11.12, le plugin H5P est déjà intégré dans le package Chamilo. Vous avez juste à aller dans l'onglet plugin. Il a été validé par les équipes de développement et par l'association Chamilo, donc vous avez juste à l'activer. Et automatiquement, votre fonctionnalité sera active. Une fois que vous avez activé H5P, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez créer ou éditer un document déjà existant dans l'outil de parcours de Chamilo, vous allez avoir une petite icône qui s'appelle H5P Insert, qui va être ici, et vous allez pouvoir donc insérer un objet
pédagogique H5P directement dans votre page qui est vide ou alors qui contient déjà du texte et une vidéo. Vous pouvez très bien intercaler un objet pédagogique dans un contenu existant. Quand on va cliquer sur cette icône, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher H5P Helper, qui est une petite fenêtre qui vient s'afficher. Et là, H5P Helper va vous lister tous les objets pédagogiques que vous avez déjà préparés au niveau du plugin. Donc là, on voit que j'ai un jeu qui s'appelle Comparative Adjective 1. Si je souhaite ajouter un nouveau jeu, je vais cliquer sur la petite croix verte. Et là, on va arriver donc sur l'éditeur H5P qui va nous demander quel type d'objet on souhaite insérer, qu'on souhaite créer en fait. Donc on va avoir 6 types d'objets. Alors on a fait exprès de choisir des objets qui ne fassent pas doublon avec ce qui existe dans Chamilo. Donc on n'a que des objets complémentaires à Chamilo, puisque en fait H5P propose un panel d'outils pédagogiques assez large, mais il y a énormément de choses qui existent déjà dans Chamilo, donc ça n'avait pas de sens de rajouter par exemple un quiz alors qu'on a déjà l'outil quiz dans Chamilo, ou un glisser-déposer alors qu'on a déjà des glissés-déposés dans Chamilo, etc. Donc là, on a les 6 objets actuels, sachant qu'il y en a d'autres qui vont arriver certainement dans le plugin, sachant que comme l'a dit Nicolas, il ne faut pas attendre forcément le package, vous pouvez télécharger les plugins entre 2 versions et mettre à jour juste le plugin. Donc vous avez Find the Word, donc vous avez une grille de lettres, il faut trouver des mots, c'est les mots cachés qu'on trouve dans les magazines. Drag the Word, vous avez des glisser déposés de mots sur des zones blanches, des zones à blanc, voilà, des textes à trous, pardon. Dialogue card, c'est assez sympa, c'est des cartes qu'on doit retourner, donc on a une image ou une définition et on retourne pour voir la réponse. Donc ça, c'est un outil d'ancrage mémorial à répétition qui peut être assez intéressant pour les étudiants, pour s'entraîner voilà, sur des termes qui sont assez difficiles à mémoriser, à ancrer. L'objet memory, c'est un peu pareil que dialogue card en fait, sauf que là, il va falloir trouver 2 fois la même image et la définition apparaît. Avoir l'utilité dans votre contexte pédagogique. Mark the word, donc c'est marquer des mots. Alors, tout est en anglais, désolé. Par contre, une fois que vous avez généré le jeu, il va se traduire automatiquement dans la plateforme, dans le langage, l'interface de H5P, dans le langage de votre plateforme. Pour l'instant, il y a l'anglais, le français et l'espagnol. Mark the word, c'est vous avez des mots à sélectionner dans une phrase, dans un texte, des mots particuliers. Voilà. Veuillez sélectionner les dates. Vous allez devoir sélectionner toutes les dates. Et Guess the Answer, ça ressemble à Dialogue Card. On va cliquer sur une zone et ça va faire apparaître une réponse. Donc voilà les 6 outils H5P intégrés dans la version actuelle de la 1.11.12. Donc voilà un petit peu pour ce premier webinaire de la communauté francophone Chamilo LMS. Donc, comme je vous l'ai dit au début du webinaire, on a un prochain webinaire qui est prévu le 5 novembre avec voilà, la théorie de l'engagement, outils et stratégies dans Chamilo LMS. Donc, c'est une thématique particulière. On va avoir un game designer et un spécialiste de la gamification qui vont être invités. On aura peut-être Nicolas ou Yannick aussi qui va se joindre à la partie. Donc, voilà, je vous rappelle le webinaire. Est-ce que vous avez des questions complémentaires par rapport à tout ce qu'on a pu présenter aujourd'hui? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez qu'on crée d'autres événements? Voilà. Est-ce que vous serez là au prochain webinaire? Ou est-ce que vous avez des questions tout simplement sur ce qui s'est déroulé sur ce webinaire? Non, je vois qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Vivement le prochain webinaire, c'est gentil, merci. Donc je vous dis à bientôt au prochain webinaire et d'ici là, mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Et n'hésitez pas à parler de Chamilo autour de vous également, pour ceux qui ne connaissent pas. On a besoin de faire connaître la plateforme aussi dans la communauté francophone. C'est vrai que la communauté a énormément grossi ces 2 dernières années et ça fait plaisir. Donc ça permet aussi de créer des événements et de pouvoir voilà, capitaliser sur la communication qu'on fait à travers ces webinaires. Je vous dis à bientôt. Au revoir. « 10 ans. 10 ans de partage et de rencontres. 10 ans pour encourager la transmission. 10
10 ans de soutien au logiciel libre. 10 ans pour ouvrir à tous l'accès à une éducation de qualité. 10 ans d'innovation. 10 ans que Chamilo existe pour vous.